Allez, c'est donc un plaisir d'accueillir Yves Charpak à la demande de Didier Raoult qui voulait le faire intervenir sur ses expériences, parce qu'en fait son expérience est large et avec de multiples facettes. En fait, donc Yves, moi je le connais depuis un certain nombre d'années. C'était l'époque où il était directeur du réseau des Instituts Pasteur. Mais je connais la famille depuis peut-être plus longtemps, puisque son frère était un directeur d'unité en neurobiologie au CNRS. Donc on était fiers d'avoir quelqu'un d'aussi compétent au CNRS. Je pense que Pasteur a dû aussi être fier d'avoir un autre membre de la famille, ça, même si de temps en temps vous avez eu des échanges un peu moins cordiaux. Bien sûr, bien avant d'arriver à Pasteur, il a eu une longue expérience, donc il est médecin. Il a fait beaucoup de biostatistiques au début de sa carrière. Il a été donc directeur du réseau Pasteur, il a été conseiller auprès de l'OMS, il est actuellement vice-président de la Société française de santé publique qui organise fin novembre un congrès à Marseille dont certains d'entre vous, je pense, sont inscrits. Et il a également développé une activité privée puisqu'il a monté une société de consultance. Donc c'est au niveau de toutes ces activités probablement qu'il va dérouler son exposé. Et puis récemment, il me disait à midi qu'il reprend le flambeau de son père, puisque son père a été prix Nobel, mais a aussi c'est pas ton cas, a également mis en place une formation pour les jeunes avec la main à la pâte. Et donc je crois que c'est une expérience qui l'a beaucoup motivé pour ses projets futurs. Donc voilà, je te laisse la parole. Bienvenue à Marseille. Merci de m'accueillir. Alors, encore une fois, ce que je vais vous raconter, c'est un peu... J'ai pas une commande très précise, et donc je vais raconter mon expérience de professionnel de santé publique. Je sais que justement, je serai sous haute surveillance en tant que professionnel spécialiste de santé publique, parce que il y a parfois une vision de ce que c'est qu'un professionnel de santé publique qui n'est pas toujours positive. Et je vais essayer de vous raconter des choses avec à la fois des choses qui m'intéressent vraiment, quelques feedbacks sur ce que j'ai fait, des allers-retours. N'hésitez pas à m'interrompre, je préfère qu'on soit dans un échange parce que c'est pas 100%, vous verrez que c'est pas 100%. Donc, une carrière de santé publique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, c'est beaucoup moins structuré et prédéterminé que ce qu'on pourrait imaginer. Et j'y reviendrai. Alors, j'ai dit, voilà, j'ai fait de la science, de la pratique de santé publique, de la politique de santé, de la communication sur la santé en général. Évidemment, je me pose la question à un moment donné de quel impact. Est-ce qu'il y a un impact ? C'est pas facile. Et en particulier, voilà, on a aujourd'hui une espérance de vie. Alors, il y a des gens qui disent on pourra aller encore beaucoup plus loin. Disons qu'elle est optimale par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Est-ce que ce rêve optimal sans rencontrer le monde des professionnels de santé, du système de soins, etc., a encore un sens ? C'est un rêve de tout le monde de dire, ben voilà, j'ai un grand-père qui n'a jamais été malade et qui est mort dans son lit un soir à 90 ans, c'est formidable. Parce qu'au cours des 60 dernières années, donc je n'ai pas exercé que 60 ans de santé publique, mais quand même un certain nombre de ces 60 années-là, les hommes comme les femmes ont gagné 14 ans d'espérance de vie en moyenne. Est-ce que j'ai contribué, est-ce que je peux dire ce que j'ai fait en tant que professionnel de santé publique a contribué à ça ? Qui sait ? Et je vais dire que sans rencontrer le système de santé, ça commence à devenir vraiment très rare. Là, vous avez le nombre de maladies chroniques selon l'âge en 2013, donc c'est encore plus important aujourd'hui, en fonction des classes d'âge. Et on voit qu'à partir de, j'ai 65 ans, mettons à partir de 70, 80, on a 1, 2, 3, 4, 5 maladies chroniques. Donc le système de soins, il est très présent. Ça, j'ai envie de dire, on est
On vit avec des maladies, mais on vit longtemps. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein. Donc là, on a de 0 à 6 pathologies ou plus. Ça, c'est l'assurance maladie qui fournit ça. Et on voit que les taux d'hospitalisation par an dans les services de soins de courte durée, surtout pour les hommes plus que pour les femmes, à partir de 70-80 ans, on est à plus de 50% par an, par individu. Alors il y a des gens qui sont hospitalisés plus souvent, d'autres qui ne sont pas hospitalisés, mais quand même, passer à l'hôpital à partir d'un certain âge, ça devient quelque chose de courant. Et on imagine bien que du coup ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être ce que moi j'évoque comme étant des malades en bonne santé. On est malade, on bénéficie d'un certain nombre de prises en charge, et du coup on se sent et on vit en bonne santé. Ça c'est une petite phrase d'écolier, parce qu'en fin de compte, ce qui arrivait dans les dernières années, c'est que les vieux, je vais dire les vieux, refusent de mourir. Et donc ça commence à poser des problèmes perçus par les enfants comme étant les problèmes de retraite, c'est parce que les vieux refusent de mourir. Et un autre sujet qui est un vrai sujet de débat, ici c'est pour les tumeurs malignes, la répartition par âge et sexe des patients hospitalisés avec des tumeurs malignes. Alors c'est en 2000, ça a 10 ans, mais c'est pas grave. Et on voit qu'avant, entre 35 et 60 ans, il y a plutôt plus de femmes hospitalisées avec des tumeurs malignes à l'hôpital, un petit peu plus, et qu'après, c'est surtout les hommes qui sont hospitalisés. Et un des sujets aujourd'hui, qui est quand même difficile à mettre sur la table, et je vais vous raconter une anecdote autour de ça, c'est que l'espérance de vie à la naissance, elle est de 6 à 7 ans inférieure pour les hommes, mais que c'est un sujet sensible, parce que si on se met à dire on va travailler sur la santé des hommes, aujourd'hui ça ne se fait pas. C'est pas bien vu. On parle des inégalités, on parle des inégalités des femmes par rapport aux hommes. C'est la même chose pour l'université. Il y a 65% des gens à l'université qui sont des filles. Ici et dans tous les pays, y compris les pays musulmans, et dans lesquels plus de la moitié des étudiants sont des femmes avec un voile sur la tête. Donc il y a des inégalités, elles sont perçues que dans un sens. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Quand les Portugais ont présidé l'Union européenne il y a quelques années, c'était peut-être il y a 7-8 ans, j'ai eu une discussion avec le directeur général de la santé portugais qui a dit « notre sujet santé pour notre présidence, ce sera la surmortalité des hommes et les inégalités. On essaye de comprendre pourquoi les hommes meurent plus que les femmes. » Ils se sont fait allumer par les autres Européens, mais très très fortement. Ça ne se fait pas. Et donc c'est un sujet difficile. Voilà. Alors je vous raconte, encore une fois je vais faire des allers-retours, vous allez voir. Il y a quelques jours, je vais prendre un café et je pose la question à, je dis ma serveuse préférée, qui me dit tout va bien. Elle me dit non, mon beau-père a disparu vendredi dernier. Alors je dis mes condoléances. Et elle me dit non, il a disparu dans Paris. Il a vraiment disparu. Il s'est volatilisé. Il a une dégénérescence cérébrale, mais il est valide physiquement. Il a été vu dans un bistrot au bout de la rue, puis dans un parc et plus rien. La famille fait le tour du et des quartiers en posant des affiches, comme pour un animal, en disant bah, on a perdu le beau-père, si quelqu'un le voit, avec une belle tête, bien. Évidemment, il n'a pas de bracelet de GPS, pas de téléphone portable, c'est pas prescrit par les médecins. C'est suggéré, mais de toute façon, c'est pas remboursé, ça ne fait pas partie des soins. Et je dis ça parce que je vais faire un flashback. Il se trouve que quand j'étais consultant en évaluation, j'ai eu un contrat, très bien d'ailleurs, soutenu par le ministère de la Santé, d'une étude post-marketing de mise sur le marché d'un médicament qui s'appelait l'Aricept, qui était un médicament pour la maladie d'Alzheimer.
médicaments qui coûtaient cher, qui avaient montré des tout petits bénéfices, mais étant donné qu'il n'y avait rien à prescrire, et les neurologues et les patients, et tout le monde était très très content qu'il y ait tout d'un coup un médicament qui puisse être mis sur le marché, qui puisse être utilisé. Et il a été extrêmement prescrit, au point que la CNAM a dit explosion des dépenses de ville des neurologues, ça coûte très cher, etc. Et puis moi, il se trouve qu'après, j'ai perdu de vue ce dossier, parce que je suis parti à l'OMS, je vous raconterai ça. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert que le médicament a été retiré du marché parce qu'on a découvert qu'il ne servait à rien quand même. Et je fais l'analogie. Et alors on peut être scandalisé par ça. Moi, j'ai envie de dire, bon, éventuellement politiquement, ça peut se justifier. On dit on donne de l'espoir là où on n'en a pas, ça coûte un peu. Et on dit, ben voilà, on traite, on ne sait pas quoi faire, on traite. Alors, il se trouve que c'est quand même, ça c'est de la politique de santé, ça fait partie de ce qui est fait de temps en temps. Et alors on avance. Maintenant, la question évidemment... L'homéopathie, c'est moins cher. Comment ? L'homéopathie, c'est moins cher. Voilà, alors vous allez voir qu'il y a éventuellement... Donc la science patine un peu, il n'y a quand même toujours pas grand-chose à proposer, pas vraiment de solution. Alors on va faire l'atelier mémoire, le ceci, le cela, il n'y a pas grand-chose. La recherche n'a pas encore fourni de pistes très, très valides pour avancer là-dessus. Mais heureusement, il y a des solutions. Donc il y a 5 repas à éviter, 3 remèdes merveilleux, et tout est bien. Et ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment, il y a des tas de gens qui se mettent sur le marché, qui n'ont pas de solution très, très élégante, mais qui sont là. Et puis, il y a quand même aussi, et on trouve ça dans la recherche de temps en temps, tout d'un coup des espèces de flashs qui laissent penser qu'il y a quelque chose qui bouge, mais j'ai mis ça exprès, un test sanguin détecte la maladie d'Alzheimer avec une précision de 94%, sauf qu'on ne sait pas très bien ce qu'on détecte, et on ne sait pas pourquoi on la détecte, puisqu'on n'aura pas de solution. Donc c'est des faux espoirs. Et la santé publique qui me préoccupe aujourd'hui, c'est souvent des choses de ce genre, c'est-à-dire des informations qui n'ont pas de sens et qui ne font pas avancer les dossiers. Alors je vais continuer, encore une fois vous m'interrompez si... faut bien faire un peu de futur sur la démographie française en 2050. Alors, c'est la tarte à la crème, on va tous vieillir, etc. Ça vaut le coup de regarder les données quand même. Et vous verrez que les données, elles montrent quelque chose. Il y a des colonnes avec les moins de 20 ans, les 20 à 64, 65, 75 et plus de 75. Les moins de 20 ans, ils ne vont pas diminuer dans les projections jusqu'à 2050. Ils augmentent même encore un petit peu. Donc il n'y a pas une disparition des jeunes. Il y a toujours autant de gens jeunes qui sont là. Les 20 à 64, c'est pareil, ça ne diminue pas, ça augmente un petit peu. Par contre, ce qu'on va voir changer, c'est que ceux qui sont là, ils vont vieillir. C'est-à-dire qu'ils ne meurent plus avant, ils vieillissent. Et donc il y aura 50% de plus de 65 à 75, et puis quasiment plus du doublement de ceux qui ont plus de 75 ans. Et donc c'est la répartition qui change, mais l'interprétation, elle n'est pas tout à fait la même. Quand on dit il y aura moins de jeunes, il y aura plus de jeunes, et il n'y aura que des gens plus âgés, ou quand on dit il y a toujours autant de jeunes, mais comme ils vivent plus longtemps, on est en train de changer la pyramide des âges, évidemment. Et ça change la façon dont nos sociétés doivent s'organiser. Cette réflexion-là sur le changement de l'organisation du modèle, on le voit bien dans la discussion sur les retraites, on le voit très très peu sur la discussion sur le système de soins en particulier, où pour finir, on est toujours dans un même modèle qui a du mal à devenir mature par rapport à ça. Alors, j'ai mis ça exprès, ça vous n'allez pas le regarder, c'est le coût moyen par patient suivant différentes pathologies. Vous avez le nombre de patients d'un côté, et vous avez le coût moyen par patient de l'autre. Alors, on voit que les maladies neurodégénératives dont j'ai parlé, pour l'instant, c'est 1 million et quelques
de personnes malades, et puis on est à 4000 € par malade. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça pourrait devenir il pourrait y avoir une inflation énorme si tout d'un coup on avait des traitements miracles chers. Ce qui coûte le plus cher pour l'instant, c'est les cancers, et il y a des rapports dramatiques, non pas sur le nombre de cancers, mais sur le fait que les coûts de traitement de cette maladie sont artificiellement gonflés par l'arrivée massive de produits qui n'ont pas les attendus qu'on pourrait espérer, qui coûtent beaucoup plus cher qu'ils devraient, etc. Je reviendrai un peu là-dessus. C'est un vrai sujet de maladie par maladie de se poser ces questions-là. Alors, je vous ai mis ici des projections. Là, on est en 2020, donc c'est maintenant. C'est le pourcentage de population âgée de 65 ans et plus. Alors, vous voyez que ce n'est pas zéro quand même dans les pays les plus pauvres, les pays en développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'espérance de vie augmente partout dans le monde, quasiment, sauf dans des zones dramatiquement en conflit majeur ou très très pauvres, mais partout, la population vieillit. Et donc il y a des gens qui vieillissent et qui évidemment sont en attente d'aide et de prise en charge sur un certain nombre de problèmes qu'ils voient apparaître. Nous, on est très bien, c'est-à-dire qu'on est en avance dans le vieillissement moyen de la population. Alors on peut dire c'est très bien, mais pour l'instant c'est un atout majeur pour les pays, et même pour des continents comme l'Amérique du Nord ou l'Australie, qui sont probablement à 10 ou 15 ans de la situation où nous sommes, en termes d'évolution démographique. Et donc nous, on a à gérer le fait qu'on est le continent le plus vieillissant du monde aujourd'hui. Ça, c'est en 2050. Alors là, on voit que le Canada vieillit beaucoup. On voit que la Chine arrive avec un vieillissement très très important de la population. Il faut dire que la proportion de très jeunes est pas si élevée que ça, et ils vieillissent parce qu'il se trouve qu'ils ont mis en place aussi des infrastructures qui permettent à la population de vieillir. En Europe, il y a des pays qui sont un peu plus ou moins entre 30-35 ou 35-40. Et puis on voit arriver des parts du monde où la population vieillit vraiment. Même alors il y a l'Afrique du Nord, bien évidemment, l'Amérique latine, où tout d'un coup le sujet de population vieillissante et donc potentiellement demandeur de soins, de soins de santé, de prévention, etc., augmente avec des systèmes qui ne sont pas forcément en place aujourd'hui pour pouvoir répondre. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer là. Ça, c'est la distribution des chirurgiens anesthésistes et obstétriciens pour 100 000 habitants. Et là, on voit des disparités absolument énormes. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens que les systèmes sont efficaces, efficients et tournent bien. Un des contre-exemples fréquents, c'est quand même celui de l'ex-bloc soviétique, où il y avait énormément de professionnels, plus que chez nous, même par habitant, et qui ont, par manque d'infrastructures, de développement des infrastructures, en fait, avaient relativement peu d'efficacité, en tout cas dans la fin. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où avoir des professionnels, ça ne suffit pas, mais ne pas en avoir, ce qui est le cas du continent africain, où il y a très peu de professionnels. Je reviens à l'exemple du cancer, et il se trouve que je travaille un peu sur tous ces sujets-là. En Afrique, vous avez des pays où vous n'êtes même pas sûr qu'il y a un anatomopathologiste. Donc il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas faire le diagnostic, par exemple. Donc il y a du développement des infrastructures à faire dans ces pays. Un autre sujet, évidemment, c'est que la qualité de la prise en charge n'est pas forcément toujours la même. Probablement, si votre dentiste vous accueillait comme ça, vous vous poseriez quelques questions, mais ça a été le cas à une époque. Alors, je reviens sur... je fais un aller-retour, mais je reviens sur mon parcours.
Donc, pour dire que c'est vraiment très éclectique et ça peut donner l'impression qu'il n'y a absolument pas de fil conducteur dans tout ça. Donc, j'ai fait des études de médecine, pas brillantes. J'ai fait des remplacements. Je ne savais même pas que l'épidémiologie, la santé publique et tout ça existait, alors que j'étais dans une faculté où était une des principales équipes d'épidémiologistes et de santé publique, celle de Daniel Schwartz. J'en ai jamais entendu parler pendant toutes mes études. Alors bon, après j'ai découvert ça, je suis devenu un spécialiste en santé publique. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote, mais la spécialité n'existait pas quand j'ai fait mes études et elle n'existait pas au début de mon activité. Donc j'ai formé des gens qui sont devenus des internes de santé publique. J'étais dans une équipe de recherche à l'époque à la Pitié-Salpêtrière chez François Grémy. On formait des gens qui sont devenus des internes de santé publique et qui très gentiment, quand ils ont eu la spécialité, ont accepté de donner la spécialité à quelques-uns de ceux qui avaient été leurs enseignants. Donc je suis qualifié en santé publique à l'ordre des médecins. J'ai été chercheur en biostatistique épidémiologie à la Pitié-Salpêtrière et j'ai fait essentiellement des essais thérapeutiques randomisés pendant plusieurs années, pas uniquement. Je vais dire un mot sur un autre type d'activité de recherche. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose. C'est un peu le contraire c'était presque le contraire de ce que vous faites peut-être. C'est-à-dire que l'essai thérapeutique randomisé, pour moi, c'était fascinant. Ça venait vraiment quand même des États-Unis. C'était les rois de ces méthodologies. Et s'ils faisaient ça, c'est qu'il n'y avait pas de modèle, il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Ils disaient, ben, si on ne sait pas quoi faire, on prend 2 groupes et on fait des choses différentes à ces groupes. Et on randomise, on tire au sort, etc. Donc c'est vraiment très très barbare, c'est du rouleau compresseur. C'est de la recherche dans laquelle on dit, on essaye de contrôler, on contrôle les facteurs simplement sur la base de la statistique de répartition aléatoire, et on va voir ce qui marche le mieux. Et on ne se pose pas de questions sur le modèle sous-jacent, sur ce qu'il y a en amont, etc. C'est un peu ça qui s'est passé. Ça a fait faire des progrès énormes, quand même, à la comparaison et à la mise à plat d'un certain nombre de l'efficacité d'un certain nombre de traitements. Quand j'ai commencé à faire ça, on avait des cancérologues en région Île-de-France, à Gustave Roussy, d'autres à Curie, qui, par exemple, ne faisaient pas la même chose. Il y en a un qui faisait de la tumorectomie pour le cancer du sein et l'autre qui faisait de la mammectomie totale. Et jamais ils ne se parlaient, ils se traitaient de nom d'oiseau pour dire que l'un était mauvais, l'autre pas, etc. C'était ça la réponse. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de réponse. Eh bien, on a commencé à faire des essais randomisés qui ont montré des différences. Alors, parfois suivant les stades, parfois, etc. Mais il fallait quelque chose pour sortir de cette crise qui était « moi je sais, l'autre il sait rien » et inversement. La médecine, une partie de la médecine était gérée comme ça quand il n'y avait pas de modèle. Donc l'essai randomisé, c'est de la recherche en biostatistique, mais qui permet de s'abstraire de modèles sous-jacents. Hein. C'est vraiment très très barbare comme façon d'approcher les choses. Et puis... Très mise en cause d'ailleurs maintenant du fait que avec l'analyse des données statistiques rétrospectives, on peut faire la même chose. Alors, il faut combiner les deux, et c'est des choses qui ont été assez mal acceptées, parce que comme c'est devenu un modèle aussi administratif, c'est-à-dire que ça a permis de mettre sur le marché, tout d'un coup, c'est devenu très rigide. Et on a besoin de sortir de ça. Et je vous donne cet exemple, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était un Américain, qui était à Washington, à Bethesda, au centre de cancer, de recherche sur le cancer, et c'était au moment des débuts du HIV. Et je dis ça parce que c'est important, il y avait des questions méthodologiques qui se posaient, c'est-à-dire que tous les patients dont le HIV refusaient les essais thérapeutiques simples à 2 groupes avec un placebo ou même avec 2 traitements qui s'opposaient, en disant, nous, il y a des traitements qu'on veut à tout prix, par exemple des traitements symptomatiques, donc on veut qu'ils soient rajoutés dans les essais thérapeutiques, et donc il fallait des plans complexes
de comparaison, d'analyse, etc. Et ce chercheur américain, David Bayer, il était porteur du HIV, du VIH. Et ça lui a donné, il se trouve, et moi on l'a vraiment interprété comme ça, il était extrêmement sensible à ces questions-là, et il a poussé énormément à ce que des méthodologistes acceptent de faire évoluer les outils méthodologiques pour pouvoir faire des essais complexes qui, à l'époque, étaient très très mal considérés dans le monde de la recherche sur le sujet. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à tordre le cou des méthodologistes, des chercheurs, en leur disant il faut faire évoluer les outils que vous avez pour que ça colle aussi à ce que la société attend, etc. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont réussi à inclure des patients dans des essais qui, sans ça, refusaient absolument d'entrer dans ces essais. Ça, c'est un exemple. Il y avait une autre manière de contourner, parce que les chiffres sont les chiffres et les humains sont les humains. Il y avait une autre manière de contourner, c'est qu'il y avait des associations à San Francisco qui se retrouvaient dehors et qui partageaient au hasard. Oui, mais sauf que ça fait perdre la capacité d'analyse du résultat. Donc, oui, ils étaient à la recherche de la survie, pas de l'analyse. Mais là, on leur donnait les deux en même temps, du coup. Et c'est intéressant pour le monde de la recherche de dire on est capable de faire évoluer les outils méthodologiques pour qu'ils s'adaptent à une question qui est posée par les patients qui sont concernés. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres. C'est un truc qui avait été décrit ailleurs, qu'on a repris, sur lequel on a rebondi, qui s'appelle le paradigme du parachute, que tu dois connaître, qui est, on n'a jamais un gynéco. Tu connais pas, non, le paradigme du parachute? Il y a un obstétricien génial qui a fait un papier dans le Lancet en disant, écoutez, pour la randomisation, il y a un vrai problème pour le parachute, on n'a jamais fait de groupe témoin. Donc, pour vous démontrer que le parachute marche, il faut faire un groupe témoin. Le problème du sida, comme le problème d'Ebola, c'est de même nature. Quand on a 80% de mortalité, il n'y a pas le groupe témoin qui compte, on fait l'historique. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce que encore une fois, tout ce qu'on a vu arriver comme progrès, par exemple, et la cancérologie est un bon exemple, on gagne 10%, 15%, on ne gagne pas 50% ou 100%. Et cette comparaison-là, elle est... Bien sûr, si on est sûr de mourir et qu'on arrive à pas mourir, c'est parfait. Mais dans la majorité des situations, on n'est pas en situation d'attendre, on ne va pas, et en particulier même sur le VIH, on ne va pas attendre 2 ans, 3 ans, de savoir si... Et on a donné, et la médecine s'est construite beaucoup là-dessus, on a quand même fait la médecine s'est construite en faisant des traitements qui servaient à rien à l'infini, juste parce qu'on n'avait pas de moyen de mesurer ce qui était vraiment efficace ou pas. Donc il y a le moyen de mesurer pour le sida, c'est une bonne question. On ne savait pas le faire en 84, mais maintenant, Charles Péral et les 4, encore moins, tu sais si ça marche. Ben ça n'existait pas. Hein. On n'était pas du tout là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des situations actuellement pour lesquelles on sait très bien, et voilà, c'était le cas, ça fait l'objet d'un grand débat. Il y a des situations dans lesquelles on sait que la différence statistique est tellement facilement accessible que les études préliminaires suffisent à montrer très très rapidement s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet. Parce que quand on a 80% de mortalité, de montrer qu'il y a un effet, c'est facile. Oui, mais alors après, il y a des questions supplémentaires qui se posent. C'est est-ce que ça dure? Est-ce que c'est quelque chose qui a... la réponse du chirurgien... On te dirait que tu as la rage là. On te dirait on a un truc... Vous êtes d'accord pour rentrer dans un effet contre placebo parce qu'on a un truc qui marche? Non, mais je veux dire, on peut trouver tous les contre-exemples, mais il se trouve que l'essentiel des progrès qui ont été faits pendant un bon moment sur la thérapeutique ont été liés à ça, avec ces insuffisances sur lesquelles il faut que les méthodologistes travaillent, mais on ne peut pas revenir en arrière sur des choses qui, sans ça, on se retrouve avec des situations dans lesquelles... Enfin, moi, je raconte toujours cette blague. C'est le chirurgien qui dit « mon malade est mort guéri ». Hein. Oui, ça arrive. On sort du bloc opératoire guéri. C'est toujours vrai. Mais enfin, cela étant, c'est pas nouveau la question sur la randomisation. Il y a un papier magnifique du New England qui a des papiers publicités qui a comparé 10 situations pathologiques différentes en comparant les résultats par les articles, les comparaisons historiques par rapport aux essais randomisés qui trouvent exactement les mêmes résultats. Alors, je ferai juste, encore une fois, moi je ne suis pas un défenseur à tout prix des essais randomisés. D'ailleurs, j'ai arrêté d'en faire. C'était devenu extrêmement...
je trouve extrêmement lourd et très administratif par certains côtés. Mais je n'ai pas envie de revenir non plus. Il se trouve que j'allais à l'époque à des congrès dans lesquels il y avait 15 000 personnes qui échangeaient sur la méthodologie, comment faire mieux, comment faire avancer. Donc ça se traite pas. Encore une fois, c'est une discipline à part entière. C'est une discipline scientifique à part entière. Et j'ai envie de dire attention parfois à des illusions de percevoir entièrement ce qui se fait dans une discipline scientifique, alors que c'est vrai qu'il y a des disciplines qui peuvent se mettre à pédaler complètement à vide, etc. Mais quand même, les échanges qui se font dans le milieu scientifique font que moi je suis très prudent pour dire cette discipline, ils font n'importe quoi, parce que quand il y a des milliers de gens qui sont en train d'échanger et de faire de la recherche avec des méthodologies particulières. Et il se trouve que j'ai vécu ça avec... Je vais vous raconter une anecdote sur mes débuts à la Pitié-Salpêtrière, sur la sociologie, d'une certaine façon. C'était un peu l'impression, les sociologues, ils vont faire 15 interviews, ils écrivent 1500 pages de rapports sur ce qu'ils ont trouvé. Est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et puis petit à petit, il se trouve que même dans ma société, j'avais intégré 2-3 sociologues, on faisait un mélange d'outils quantitatifs et d'outils qualitatifs dans nos études, et j'ai vu vraiment l'enrichissement, dans un sens et dans l'autre, d'approches différentes, scientifiques, pour avancer. Et alors l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que j'ai découvert les sociologues à la Pitié-Salpêtrière, il y en avait, et il y avait 2 sociologues qui avaient un projet d'étude sur les travailleurs des arrêts de tranche des centrales nucléaires à EDF. Très intéressant, il se trouve que c'était sous-traité, que c'était des gens qui étaient donc paradoxalement, vu de l'extérieur, on disait c'est des pauvres gens qui passent leur temps à bouger d'un endroit à un autre, ils sont en situation très instable, ils n'ont pas de CDI, ils trichent sur leurs données d'exposition parce que quand ils passent d'un employeur à un autre, ils ne sont pas obligés à l'époque, il n'y avait pas de suivi. Et donc on disait c'est des gens maltraités, il faut s'occuper d'eux. Et les 2 sociologues étaient partis sur une hypothèse qui était de montrer qu'ils étaient mal à l'aise, pas bien, etc. Ils ont trouvé quelque chose de très différent. Ils ont trouvé des gens assez peu insérés dans la bonne société, mais un peu nomades par choix aussi. C'est-à-dire, ils étaient très contents de bouger, très contents de s'éloigner de leur famille régulièrement. Enfin, il y avait une espèce de mélange. Alors quand je dis très contents, je caricature un peu, mais ils ont trouvé des choses qui étaient le contraire de ce qu'ils attendaient. Et là, j'ai assisté à une scène extraordinaire, c'est que les 2 sociologues se sont engueulés comme il n'est pas permis, parce que une des sociologues voulait publier en disant c'est pas ce qu'on attendait, mais on l'a trouvé, et on a fait ce qu'il faut, et il n'y a pas de raison de ne pas publier. Et l'autre disait non, parce que c'est contraire au dogme, d'une certaine façon. Alors, je caricature un peu, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est cristallisé. Ça aboutit à un conflit majeur entre les 2, sur des résultats de recherche, parce que quand même, la recherche a du mal à mettre en cause ces dogmes, très souvent. Et une forme, c'est assez bien analysé ça, le rôle relatif de l'anecdote, du petit groupe et de la statistique. C'est complémentaire, ça. Mais l'anecdote reste indispensable. Enfin, Bourdieu, c'est que des anecdotes, en pratique. Bourdieu, en réalité, c'est des groupes de 15-20 personnes. Mais ça, statistiquement, tu remarques que tout ce qu'a écrit Bourdieu, c'était basé sur des interviews, mais c'est vrai. Pour savoir si tu aimais Sheila ou Brel, si tu veux, tu n'avais pas besoin de faire des groupes de 300 personnes. Tu en interrogeais 10, tu le savais, tu vois. Non, mais après, il faut le valider pour être sûr que ce n'est pas un petit groupe particulier, justement. Et tout est là. Non, mais encore une fois, je reviens à cet équilibre entre qualitatif et quantitatif, qui est vraiment essentiel. C'est qu'à un moment donné, on peut très bien être sur un petit groupe qui lui ne représente qu'un petit groupe
et on rate ce qui se passe à côté. Alors, je vais pas m'étendre, c'est pour vous montrer un peu le type d'activité que j'ai pu avoir. Je voulais vous montrer, alors je reviens parce que dans cet aspect méthodologique, je vais vous dire aussi, une autre anecdote. Alors il ne faut pas non plus, je m'étale dans... On avait travaillé sur la façon dont les professionnels de santé raisonnaient et décidaient. Et donc mon patron de l'époque, en méthodologie, qui s'appelait Claude Chastan, avait réuni une quinzaine de réanimateurs d'Île-de-France, et il leur avait dit comment est-ce que vous décidez face à une pneumopathie aiguë en réanimation, pour décider du diagnostic, de donner des antibiotiques ou pas, etc. Et c'était que des chefs de service, tous leaders de leur profession, évidemment, tous respectables et leaders. On a pris des cas, on les a tous anonymisés, on leur a redonné ces cas de façon anonymisée, et ils ont pris la décision en disant voilà le diagnostic que je porte et voilà le traitement que je donne. Concordance égale au hasard. Ils en sont tombés assis par terre, mais vraiment, je ne plaisante pas, en disant c'est pas possible. On est les leaders de la profession, on publie, on donne les recommandations, etc. Et quand on est face à des cas qui viennent de chez nous, qui sont anonymisés, on conclut comme le hasard entre nous. Et donc là, tout d'un coup, une méthode de travail sur l'analyse de concordance face à des décisions qui était très intéressante, avec des outils statistiques qui permettent de travailler sur la concordance, qui commençaient à être bien développés à l'époque. Voilà, je donne cet exemple, ça m'a beaucoup marqué pour le futur, c'est-à-dire pour se dire, la santé publique, c'est aussi à un moment donné, on passe à la décision, et ça vaut la peine de se poser ces questions-là. C'est qu'est-ce qui fait que, est-ce que la décision, elle est éclairée par une information, en tout cas elle n'est pas éclairée de la même façon pour tout le monde, et ce qui ressort au moment de la décision peut être très différent. Donc c'était un super sujet de travail. Alors j'aimerais, je vais passer très vite, ça c'est un livre qu'on avait publié sur l'épidémiologie sans peine, pour que les gens comprennent ce que c'était que l'épidémiologie de façon très simple. Et puis je fais ma page de publicité aussi sur un livre que j'ai écrit il y a 3 ans avec mon ancien patron de l'OMS, sur des histoires, c'est des échanges de lettres et c'est des histoires dans lesquelles on échange sur la façon dont on a travaillé ensemble. Lui était le directeur de l'OMS Europe et moi j'étais son conseiller scientifique et conseiller principal. Et on n'était jamais d'accord. Et il m'avait demandé de venir pour être justement son challenger permanent sur ce qu'il faisait, en disant tu t'occupes pas de ce que tu me dis tout ce que tu veux, mais par contre je fais ce que je veux avec après et ton ego ne doit pas en souffrir. Et on a fonctionné pendant 7 ans comme ça. Et c'est un peu ce qu'on raconte sur un certain nombre de choses qui vont de la vaccination à la santé mentale et à un certain nombre de crises qu'on a vécues ensemble. Alors, je vais essayer. Vous me donnez jusqu'à quelle heure Jusqu'à 2 heures. J'aimerais partager avec vous quelque chose sur nos systèmes de santé, sur un peu d'international. Quelques chiffres clés, vous connaissez peut-être ça par cœur. C'est le pourcentage du PIB consacré à la santé, en Belgique, en France, en Allemagne, en allant jusqu'à la Roumanie, donc on est en Europe. On voit que le pourcentage du PIB, la France est évidemment parmi les pays qui y consacrent le plus, mais c'est vrai aussi de la Suisse en pourcentage. Par contre, en euros ajustés sur le pouvoir d'achat, je reviendrai là-dessus, mais en fait, ce qu'on compare internationalement, ce n'est pas la valeur absolue, c'est l'argent ajusté sur le pouvoir d'achat dans le pays, parce qu'on n'achète pas la même chose, les salaires ne sont pas les mêmes, etc.
Et là, on voit que la France dépense de l'argent, mais ce n'est pas le pays qui dépense le plus d'argent en Europe pour la santé, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Donc celui qui dépense le plus, c'est la Suisse. Le Danemark dépense plus, l'Allemagne aussi, la Belgique un peu plus. Et puis des pays comme l'Italie et l'Espagne dépensent moins que nous. Et puis bien sûr, la Pologne et la Roumanie encore beaucoup moins en dollars ajustés, en euros ajustés. Et là où ça devient, on a envie de se poser des questions, c'est les 3 pays que j'ai mis en bleu, c'est un peu énervant quand même. Bon, la Suisse, on comprend, ils dépensent plus, ils ont une espérance de vie qui est plus élevée que la nôtre, en moyenne. Mais l'Espagne et l'Italie dépensent beaucoup moins que nous, et ils ont une espérance de vie qui est meilleure. Alors ça, c'est très énervant. Ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres choses qui interviennent dans la santé, et on aimerait bien savoir ce que c'est, parce que comment est-ce qu'on peut faire que ces facteurs-là, qui ne sont pas chez nous clairement, puisque on ne peut pas se les acheter, ou en tout cas on ne les voit pas apparaître dans la dépense du système de santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour en profiter? Juste un mot sur les astuces quand même des comparaisons internationales. Vous avez ici 4 colonnes avec ce qui est dépensé par l'État, ce qui est dépensé par une assurance obligatoire. Alors, encore une fois, dans les comptes internationaux, on considère que ce qui est public, c'est l'État et des assurances obligatoires, qu'elles soient publiques ou privées. Peu importe, qu'elles soient de statut. Donc en Allemagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., en Suisse, il y a des assurances privées, mais qui ont une délégation de services publics donc c'est obligatoire et il y a des règles pour le faire. Chez nous, d'ailleurs, les CPAM sont des organismes de droit privé, je veux dire. Après, il y a un pourcentage qui est payé de la poche des individus directement. Chez nous, c'est 7% seulement. C'est plutôt plus élevé dans les autres pays d'Europe qui ont plus l'habitude qu'il y a des choses qu'on paye soi-même. Et puis, il y a le pourcentage d'assurance volontaire et nos 14%, ça c'était il y a 2-3 ans, il y a 3-4 ans, c'était les dépenses de mutuelles, complémentaires santé, etc. Alors, par une astuce ces dernières années, comme les assurances complémentaires sont devenues obligatoires en France, en fait, pas vraiment, parce qu'elles ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Elles ne le sont pas pour les chômeurs, elles ne le sont pas pour une certaine catégorie de professionnels. Elles le sont pas. Il n'y a pas 100% des gens qui ont une assurance complémentaire. Mais on a dit qu'elles sont obligatoires, et du coup, dans les statistiques internationales, les 14% sont repassés avec les 75%, et du coup, on est les champions d'Europe de la dépense publique. Mais voilà, il y a aussi ce genre d'astuce, quand on lit des chiffres de benchmark et de comparaison internationale, il faut entrer dans le détail pour savoir exactement ce qu'il y a derrière les différents chiffres. Je ne vais pas plus loin. Et puis je vous mets un peu le reste du monde. Et là, on voit tout de suite apparaître des choses. Quand je vous disais que les gens vieillissent et qu'ils attendent que leur système de santé soit capable de faire quelque chose pour eux, il y a la France tout en haut, avec un PIB à 36 000 $, là, puisque les comparaisons sont en dollars. On voit que l'Algérie, c'est 4 000, le Mali, c'est 724, ça c'est le PIB. Ensuite, le pourcentage pour la santé, il est bien inférieur un peu partout. Plus de 11% chez nous, mais ailleurs, c'est moins. Et du coup, ce qui reste comme dépense en dollars pour la santé, vous voyez que nous, on est à quasiment 5 000 $ par an et par habitant. Et la Guinée et le Mali, on est à 30 $ et 50 $. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui est malade dans un de ces pays peut espérer comme type de prise en charge, sachant ce qui est disponible? Alors, même en ajustant sur le pouvoir d'achat, on voit des vrais changements. Par exemple, l'Algérie, du coup, ça devient 5 fois moins que la France seulement. C'est beaucoup, mais ça veut dire que c'est pas rien. Il y a vraiment un système de santé. Qu'en plus, la dépense, elle est publique, donc elle est calquée, elle est pas mal calquée sur ce qui était fait en France, ce qui n'est pas le cas du Maroc ni de la Tunisie. Et puis, il y a des pays comme le Brésil ou la Chine. La Chine, vous voyez que
On est seulement en dollars ajustés sur le pouvoir d'achat à 732 $. C'est moins qu'en Algérie, c'est comme en Tunisie. Pourtant, on a l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en Chine en matière de changement dans le système de santé. Et on a tendance à sous-estimer, au contraire, ce qui se passe dans les pays d'Afrique du Nord. Or, il s'y passe aussi pas mal de choses en matière de changement des systèmes de santé. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est important quand on se pose ces questions-là d'aller regarder dans le détail. Il n'y a pas un endroit qui est pareil. Il faut analyser de façon différente chacun des pays, et même chacune des régions dans un pays, pour se faire une bonne idée. Alors, vous avez tous vu ça, pénurie de médicaments, la crise en France. Elle était attendue, moi j'ai un peu travaillé là-dessus, j'avais proposé à une époque de dire, on fait des stratégies industrielles sur le médicament pour des raisons économiques. Donc ce qu'on a développé en France, c'est de dire, il faut qu'on ait une stratégie économique du médicament, parce qu'il faut qu'on en fasse, et que ça fasse gagner de l'argent. Mais ce n'est pas basé sur de la santé publique, c'est-à-dire ce n'est pas basé sur ce dont on a besoin. Il n'y a jamais eu une stratégie aboutissant à dire voilà ce dont on a besoin, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on va l'avoir. Alors, je l'ai vu, d'ailleurs dans le monde c'est relativement rare, je l'ai vu, on fait comme si spontanément tout ce que font les industriels allait toujours être suffisant pour combler les besoins de nos systèmes de santé, en médicaments, en matériel médical, etc. Personne ne s'est posé la question autrement en partant dans l'autre sens, en disant de quoi a-t-on besoin et comment est-ce qu'on se garantit qu'on aura toujours ce dont on a besoin. Aujourd'hui, il faut y arriver. Alors, il se trouve que les Canadiens, en matière de... Il se trouve que j'ai travaillé à l'établissement français du sang. Pendant 4 ans, je m'occupais de comparaison internationale, justement, Il se trouve que les Canadiens ont tous les ans un appel d'offres pour les produits dérivés du plasma, dans lequel ils ont fait cette démarche-là. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on a besoin de tant de produits chaque année, on lance un appel d'offres auprès des fabricants dans le monde entier, et on va faire un accord pour que, à la fois, eux soient garantis qu'on va leur acheter. C'est-à-dire s'il y en a un peu plus, on payera un peu plus que ce dont on a besoin. Et à l'inverse, on a la garantie qu'ils nous fourniront ce qu'ils ont promis de fournir. Sans ça, ça leur coûtera de l'argent aussi. Donc il y a de la stratégie qui peut être faite, mais pour l'instant, elle n'est pas faite. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que les pays que je vous ai montrés avec leurs dépenses de santé beaucoup plus faibles, ils ne peuvent pas se payer, payer le prix international des produits des industries qui sont les nôtres, qui sont les industries des pays développés, qui étaient à peu près les seuls où, pour une bonne part, fournissaient le marché mondial. Je fais une toute petite anecdote là-dessus. Au moment de l'entrée dans l'Europe, alors c'est en 2004, oui, des 10 pays de 10 pays dans l'Union européenne, un des critères d'acquis communautaire, c'était que leurs industries du médicament soient à la hauteur, techniquement et comme en termes de qualité, soient à la hauteur de ce que faisaient nos industries de la partie ouest. Aucune d'entre elles ne respectait ces critères-là. Ils ont donc dû les fermer. Tout d'un coup, leur facture pharmaceutique a explosé d'un facteur 2 ou 3. Et donc, ils étaient en pénurie de médicaments, parce qu'ils ne pouvaient plus payer les médicaments qu'ils fabriquaient avant chez eux, qui étaient peut-être un peu moins bons, mais qu'ils fabriquaient chez eux. Donc, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans l'ensemble du monde, c'est que les pays dits émergents, en développement, etc., ils sont en train de développer leurs propres industries du médicament. Donc, on voit arriver aujourd'hui, parmi les top 20, la moitié aujourd'hui viennent de pays émergents. Alors ils appellent ça farmerging, c'est les émergents. Vous voyez qu'on voit arriver la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie a toujours été un peu intermédiaire, Venezuela, Mexico, etc. Des pays où les industries
les industries locales travaillent à fournir les médicaments dont ils ont besoin et dont les pays voisins éventuellement ont besoin à des prix qui n'ont absolument aucun rapport et qui vont nous poser évidemment des problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a des pénuries, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne va pas acheter en Égypte, qui est par exemple autosuffisante à 90% en matière d'industrie pharmaceutique. Ça paraît étonnant, mais on découvre des choses comme ça. L'Algérie est à 60% autosuffisante aujourd'hui. Alors, la Chine, évidemment, est au top, parce que la Chine a décidé il y a quelques années qu'elle serait autosuffisante dans tous les domaines. Et autosuffisant pour 1,5 milliard, ça veut dire que si on produit pour 2 milliards, c'est pas très compliqué de rajouter 25% à la production. Et du coup, il y aura pour 500 millions de ventes de produits disponibles sur le marché, pour lesquels il faudra bien se poser la question de savoir si on prend ou pas. Alors, il y a aussi une autre question, et c'est un vrai sujet pour des professionnels de santé publique. Vous voyez ici la dépense, alors toujours en dollars ajustés sur le pouvoir d'achat, par ordre croissant de dépenses dans les pays. Tout en haut, il y a le Danemark qui dépense 240 $ par personne, par an, en 2013. La France, j'ai mis la flèche, c'est 596. Qu'est-ce qu'on a comme différence biologique ou autre avec le Danemark qui justifie qu'on dépense plus de 2 fois plus en médicaments? C'est une question existentielle. On aime ça, on a envie d'en utiliser plus. Où sont les justifications? Est-ce qu'ils sont vraiment, eux, très malades parce qu'ils sont en manque de médicaments? C'est une vraie question qu'on peut se poser aussi. On ne le voit pas apparaître de façon évidente. Et puis, vous avez des pays comme les États-Unis, alors je remonte, mais les États-Unis tout en bas, qui sont ceux qui dépensent le plus par habitant en produits pharmaceutiques. Et pourtant, évidemment, ils ont des problèmes pour se payer les médicaments. Et les médicaments coûtent très cher. Et ici, vous avez un article assez récent du New York Times qui dit pour les diabétiques qui ont de l'insuline, il y a des choix qui sont en train de se faire, ils n'ont pas les moyens de se les payer, et donc ils diminuent leur consommation d'insuline. Et donc il y a des gens qui sont à risque majeur parce qu'ils ne peuvent plus se payer de leur poche les insulines dont ils ont besoin, que les assurances, quand ils n'ont pas les assurances qui couvrent. Et alors on voit arriver le laboratoire Lilly qui dit on va vous faire un programme à moitié prix. Est-ce que vous imaginez un autre secteur industriel où tout d'un coup l'industriel peut dire mais je vais vendre à moitié prix et puis je serai toujours là et ça marchera quand même? C'est quand même un petit peu... Ça montre aussi que dans les stratégies de discussion avec les industriels, et encore une fois, moi j'ai beaucoup travaillé avec les industriels et c'est pas... Je considère qu'on a besoin, que c'est indispensable, etc., mais que pour l'instant, on n'a pas été stratège dans la façon dont on a travaillé avec les industriels. S'ils sont capables de diminuer de moitié leur prix, c'est qu'on a un petit problème sur qu'est-ce qui justifie le prix. Nous, dans notre champ, il y a un truc... moi, je n'ai jamais travaillé avec les industriels, donc je suis assez réticent. Mais dans les antibiotiques, on a un problème qui est identifié, qui est compliqué, qui est que... Et je pense que c'est un phénomène général, c'est un peu ce que dit Philippe Even avec un peu d'excès, c'est Philippe Even, mais le modèle, je crois que pour 90% des médicaments, il faut totalement sortir du modèle de l'innovation pour rentrer dans le modèle de la gestion du capital acquis. Et pour les antibiotiques, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels il y a un tiers des molécules actives qui sont disponibles parce que les autres, personne ne gagne d'argent avec. Ici, un truc comme la tigecycline qui coûte un prix fou, c'est rien d'autre que de la doxycycline IV. Ça coûte rien. Rien du tout. Mais il n'y en a pas en France. On ne peut pas trouver de la doxycycline IV. Je pense qu'on est le seul service à avoir le droit de le faire. Donc il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, tu dis, il n'y a pas de modèle pour les produits génériqués. Et c'est ce qui est encore pire pour les antibiotiques. C'est que les indications ont changé et que donc on pourrait faire du repositioning de molécules. Mais ce repositioning de molécules, personne ne veut le faire parce que, et comme c'est génériqué, personne ne gagnera d'argent. Donc l'État n'est pas pris, il est toujours dans le modèle innovatoire. Donc c'est à l'industrie pharmaceutique de faire la recherche.
parce qu'elle en tirera des bénéfices, sauf que quand c'est des molécules qui sont génériquées, personne ne va gagner d'argent avec ça, et l'État ne veut pas payer non plus. Donc il y a un changement de modèle, là comme ailleurs, de l'innovation tout le temps à la gestion. Et comme les antibiotiques, honnêtement, c'est les bactéries qui les ont inventés, les champignons, c'est pas nous, c'est du capital, ça. C'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser tous les 10 ans ou tous les 20 ans en disant on va trouver une nouvelle molécule. Donc il y a un vrai modèle économique et un modèle de pensée qui est l'innovation est une chose pour les domaines où ça n'existe pas. Quand on a acquis les choses, tu vois, le furosémine, c'est pas la peine de faire du furosémine fluoré ou du. Ça restera. Oui, la cortisone, ça restera. Donc ça, cette gestion du capital acquis est quelque chose qui, dans une société capitaliste basée sur l'innovation et le bénéfice majeur basé sur l'innovation, est quelque chose qui n'est pas encore passé. Oui, mais ça demande que, quelque part, se soit posée une stratégie autour de ça. Ouais, ça demande que les gens réfléchissent. Voilà, ça demande qu'ils réfléchissent. Alors, il se trouve que dans les négociations, ça c'est la dernière assemblée mondiale de l'OMS, où il y a eu beaucoup de bruit dans les souterrains, autour d'une résolution qui était déposée par l'OMS avec un certain nombre d'ONG, qui était la transparence sur les prix des médicaments par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que le monde entier, il était demandé que partout, on obtienne les vrais prix de recherche et développement et de fabrication des produits pharmaceutiques. Refus total des pays occidentaux en général, avec des gens. Donc au début, pour l'essentiel, les États-Unis, la Suisse, mais aussi l'Allemagne, la France au début aussi étaient contre cette résolution. Et puis tout d'un coup, on a vu apparaître quand même, à la suite des discussions, bon, la France a accepté, il y a un certain nombre. Cette résolution, elle a été partiellement votée en disant on veut bien vous donner les coûts de recherche, mais pas les coûts de développement. Voilà. Et on sent qu'il y a quelque chose de très très fort derrière ça, parce qu'effectivement, s'il y a les coûts de recherche-développement qui sont sur la table, on peut commencer à travailler justement à une stratégie un peu différente avec les industriels, mais ils n'en ont pas envie pour l'instant. Alors, à l'inverse, il y a tous les pays avec des industries pharmaceutiques émergentes qui, eux, étaient pour, parce que eux, ils fabriquent à prix coûtant quasiment pour une bonne part, les Indiens, etc. Et ils sont en train de changer le modèle. Donc ça, c'est des bouleversements du monde d'aujourd'hui par rapport et c'est les médicaments, mais c'est aussi les produits de santé en général, quels qu'ils soient, etc. Voilà, je vais pas vous assommer avec plus de choses. Je voulais partager avec vous quelques-unes des interrogations. Vous voyez que mon parcours, il est pas réaliste. J'étais chercheur, j'ai été évaluateur privé, j'ai été cadre dirigeant à l'OMS, à l'Institut Pasteur, à l'Établissement français du sang. Je suis de nouveau un peu consultant. Plus la partie associative dont je n'ai pas parlé, mais qui est le Haut Conseil de santé publique, le HCAM, qui est donc le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, où je suis passé avec des hauts et des bas, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, quand on est une personnalité qualifiée, on est jetable quand même. Hein. Par définition, une personnalité qualifiée, ça parle. Et quand ça parle un peu trop, on ne reste pas. Alors, voilà, il faut jongler avec ça, il faut jouer avec ces aspects-là. Mais c'est ça la santé publique pour moi. C'est quelque chose de très vivant et actif, et pas un travail endormi dans un bureau. Très bien.